Ce qui nous anime, c'est cette trilogie. Fidélité, efficacité, régularité. Voilà qui nous mène à la présentation du plateau qui est composé ce 31 janvier 2021 à partir de ma gauche, Aldarish Luboya, président national de la Ligue de jeunes du Mouvement de libération du Congo MLC. MLC Luboya. Et puis c'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante. Analyste indépendante, nous avons Corneille Moulumba, je suis membre cofondateur de l'UDPS. L'UDPS, fondateur. Matadiwamba Kamba Moutou, bâtonnier national, député national, président national, PTL, regroupement AFTC allié. Ok, c'est le bâtonnier national. Avec le bâtonnier national, nous pouvons aller à droite avec Jean Lokaka, cadre du PPRD. Cadre du PPRD, Jean Lokaka. Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais, je suis politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique PESA Fongolais Mboka. Politologue et puis Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. Et enfin Simon Adrien Kalenga, membre actuellement actif à l'UDPS, assumant les fonctions de secrétaire national chargé de la communication, information et médias et porte-parole de l'UDPS, Tshisekedi, Fachi Beton. Porte-parole de l'UDPS. Jetons un regard sur la rubrique Les courriers du téléspectateur. Une fois de plus, nous restons en province. Nous sommes dans la province du Kwilu, territoire de Diofa. Bonjour, forum de médias. Nous, jeunes d'Idiofa, nous voulons savoir où serait passé l'argent sorti du trésor public pour asphalter la route Idiofa-Kikwit. Qui couvre M. Aubin Minakou? Nous demandons l'enquête, s'il vous plaît, sur ces dossiers. Matamba Gloire. Réaction là-dessus? Oui, Jean Lokaka. Je remercie sincèrement. Je crois qu'il est permis aux responsables de l'État de procéder à des contrôles périodiques conformément à la Constitution et aux lois de la République. À ce qui concerne le gouvernement, c'est le Parlement. Et puis, le contrôle technique et administratif par les cours de compte et d'autres régies. Je crois que quand quelqu'un est politique, il exerce les fonctions, les hautes charges de l'État, il est protégé par une déontologie, par une loi, et dans l'exercice de ses fonctions. Et s'il n'est pas dans ses fonctions, par continuité des services publics de l'État, il y a ceux qui ont la charge de gérer le service habilité et technique. Et donc, par stratification sociétale, quelqu'un peut être président de l'Assemblée nationale ou ministre, il n'est pas directeur général d'une régie attestant l'organisation de la route ou les services techniques. À ce moment-là, la justice peut rétablir les faits et les vérités, mais il n'est pas toujours permis que quand les gens sont politiques, généralement du FCC ou du PPRD de ma famille politique, que les gens pensent que tout était sur leur gestion par rapport à la nomenclature fonctionnelle. Donc, je pense à mon frère qu'il est bon de citer l'honorable Minakou, mais il n'est pas utile par rapport à l'orientation, par rapport à la gestion. Je crois que les responsabilités sont partagées et j'invite la plupart de nos membres d'éviter ce comportement de ping-pong parce que les choses, ils étaient anciens et qu'ils ont mal géré et qu'il faut tout salir sur le plan de l'image et de l'ascension. À ce niveau, je pense que seules les autorités habilitées à nous donner l'éclairage et la rationalité par rapport à ce projet de la route de Kwilu.
Ok. Vous disiez, Maman Ibongo. Merci beaucoup, M. Noël, pour la parole. Et moi, j'encourage nos jeunes d'Idiofa qui ont constaté que l'argent destiné à la construction ou à la réhabilitation de ce tronçon, à l'asphaltage de ce tronçon, a pris des destinations inconnues. Nos services de sécurité suivent cette émission. Si les jeunes d'Idiofa ont des preuves, ont des éléments qui attestent réellement que cet argent a pris une destination inconnue, ils n'ont qu'à servir, ils n'ont qu'à saisir les services compétents, parce qu'aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que notre justice commence à renaître, qu'ils amènent des éléments de preuve et on pourra interpeller le monsieur dont il parle là pour qu'il puisse expliquer si c'est lui qui est l'auteur de ce forfait. Ok, Madame Angèle. Merci beaucoup, Monsieur Kalonda. J'appuie ce que dit Madame Ambongo. Il faut que nous exerçons notre contrôle citoyen. Et c'est une très bonne chose. Mais nous destinons à être un pays de droit. Eh bien, dans d'autres lieux, on n'attend pas qu'un citoyen en parle, le procureur se saisit du dossier. Même dès qu'il lit dans un journal qu'il y aurait, le procureur se saisit. Et cette affaire de route, j'en ai déjà entendu parler. Autant les jeunes, j'imagine ils sont jeunes, constituent le dossier. Hein, d'ailleurs, on a un illustre homme de droit avec nous, avec des éléments, soyons professionnels. Mais autant, le procureur doit se saisir de la chose. Parce que depuis des décennies, nous assistons à une mégestion, une malgouvernance. Un journaliste nous a fait réaliser qu'en 60 ans, hein, on a 60 ans aujourd'hui en tant que nation, 50 ans, on est dans ce genre de pratique. Eh bien, il est temps que ça s'arrête et il y a une traçabilité qui doit être faite. Et les coupables, aussi illustres qu'ils soient-ils, doivent être sanctionnés. Et comme ça, nous allons petit à petit acquérir cette culture de redevabilité qu'un dirigeant n'a pas à puiser. Cet argent, c'est votre argent, c'est votre argent, c'est notre argent en tant que contribuable. Donc nous devons arrêter ce genre de pratique. Les gens savent qu'on leur a promis une route, que des fonds ont été dégagés, des fonds qui ont été pris depuis nos contributions en tant que citoyens. Eh bien, il faut que cette route soit faite. Et il y a plein de dossiers comme ça, il ne faut pas que ça reste impuni. Et moi, je suis de ce côté, de ce point de vue-là, mais je vois d'ailleurs les choses changent. J'invite les autorités à fouiner. Il faut fouiner au maximum parce qu'il y a plein de dossiers comme ça scandaleux. Et au Congo, ce n'est pas en termes de milliers de dollars, c'est toujours en termes de millions de dollars. Okay. Oui, alors Kitoko, rapidement. Ouais, je pense que le téléspectateur a eu à dénoncer peut-être un certain nombre de failles dans la façon dont les choses devaient fonctionner. Mais il n'y a pas que la route d'Idiofa, il y a beaucoup de routes ici dans ce pays qui devaient être faites, qui n'ont pas été faites correctement. Est-ce que là-dessus, il y a une raison à commencer à indexer des personnes de manière nominale? La personne s'expose même à des poursuites judiciaires sur la question des diffamations. Parce qu'imaginez un seul instant que le nom de Obé Minako est cité nommément alors que ce n'est pas lui qui est concerné. Nous savons très bien que c'était un honorable. Je ne connais pas dans les systèmes de l'appareil politique de notre pays où on confie l'argent à un honorable pour aller faire des routes dans ce pays. Donc il faut éviter des choses tendancieuses, mais des procès tendancieux en amont, avant même que le procureur se saisisse du dossier pour dire, bon voilà, on enquête sur telle ou telle chose. Si on enquête, l'enquête est déjà biaisée par le fait qu'on a orienté que c'est telle personne qui est à la base. Là, ce n'est plus une justice louable pour notre pays. Donc nous devons éviter de temps à temps citer les noms des gens, surtout que nous n'avons pas encore de preuves palpables lesquelles vont permettre à ce qu'on dise que c'est l'honorable tel qui a détourné de l'argent. Donc de ce point de vue, j'invite aux téléspectateurs d'éviter de citer les noms des gens. Sinon, il s'expose lui-même à des poursuites judiciaires.
Alors, le bâtonnier national voulait prendre la parole aussi? Brièvement, mais dans le même sens. Vous savez, Robert Mina était élu du coin. On ne le voit pas en train de détourner de l'argent d'une circonscription où il est successivement élu. À première vue, c'est invraisemblable. Et alors, moi, je crois savoir qu'il s'agit des fonds, des milliards chinois de l'époque, qui devaient servir notamment à l'asphaltage de la nationale numéro 1, n'est-ce pas, qui part de Mwanda jusqu'à Lubumbashi. Et c'est cet argent-là, on a réhabilité morceau en passant par Kenge, à Kikwit, et à l'approche d'Idiofa, pour aller au Kasaï. Ça s'est arrêté comme le fameux projet Bukangalonso. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre ça sur le dos d'un élu comme Inako? Ça, c'est à exclure à mon point de vue. Oui, le Boya. Oui, merci. Pardon. Merci beaucoup, directeur. Je pense que autant que il y a eu des recommandations autour de cette table de ne pas indexer les personnes, autant je pense qu'il ne faut pas décharger automatiquement les personnes. Parce que nous sommes en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous savons ce qui se passe. Moi, ici, je ne vais pas m'atteler sur la question de la personne citée, mais sur la matière évoquée, qui revient encore et encore. C'est la question des détournements des deniers publics. Il faut qu'on arrive à mettre un point final à ces problèmes-là et qu'on encourage effectivement des cas de dénonciation pareils. Parce que, comme Madame Makombo l'a dit, le procureur, l'appareil judiciaire devrait automatiquement se saisir du dossier pour arriver à éclaircir la question. Et nous avons, je le dis toujours ici, c'est qu'il faut suivre aussi l'odeur de l'argent. C'est-à-dire que quand vous avez des cas comme ça, et qu'en parallèle, vous avez tous ces animateurs des institutions qui ne cessent de s'enrichir on ne sait comment, il faut quand même qu'on aille fouiller dans leurs affaires, comprendre, vous savez, directeur, moi, et je le disais encore hier à un débat, comment est-ce que vous avez des animateurs, des services d'assiette, notamment DGI, DGDA et consorts, qui ne cessent de se construire des immeubles dans cette ville, mais où ils trouvent l'argent? Et il faut qu'on encourage le peuple, sans bien sûr citer ou accuser faussement, parce que tout le monde jouit d'une présomption d'innocence. Il faut qu'on encourage la population à dénoncer. Si vous avez un voisin qui construit un immeuble, vous ne savez pas d'où vient son argent, vous avez le devoir d'ailleurs, d'après la loi, ce que je dis, ce n'est pas une question de simple bon sens, parce que d'ailleurs, parlant de bon sens, moi je dis toujours que l'être humain s'offre des libertés jusqu'à ce qu'il y ait une contrainte. Donc la loi, les citoyens congolais ont le droit de dénoncer et l'appareil judiciaire a le devoir de fouiner, d'enquêter. Parce que, par exemple, en matière de route, vous avez d'abord la surfacturation, directeur. Vous savez, ici, chez nous, on vous dit toujours qu'un kilomètre de route vaut $1 million. Mais le prix médian défini par la Banque mondiale, c'est 400 000. Ça veut dire que même si chez nous, il y avait des écarts, on ne peut quand même pas quitter de 400 000 à $1 million. Il faut qu'on arrive à éclaircir cette situation. Et pour moi, je me dis que si déjà le dossier 100 jours, qui n'est qu'un dossier de 100 jours, a révélé tout ce qu'on a eu comme révélation, alors qu'il révélerait un procès sur 2 décennies. Donc nous encourageons en tout cas les autorités à régler cette question. Et d'ailleurs, j'aimerais le dire ici, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le redire, la dynamique de l'union sacrée dans laquelle nous nous lançons, pour réussir, aura besoin de boucher tous ces trous par lesquels fuite l'argent. Donc, il est important qu'on puisse régler cette affaire de détournement des deniers publics, des blanchiments des capitaux, et qu'on s'assure que, au lieu que l'argent aille dans des poches de quelques individus, que le peuple congolais dans son entièreté arrive à jouir des richesses de ces pays. Ok. Monsieur Matt. Oui.
pour que la politique de dénonciation apporte les fruits, il faut qu'en plus la presse nationale entretienne l'opinion à ces sujets. Parce qu'on peut dénoncer une fois et ça retombe facilement et très vite dans l'oubli. Il faut que la presse joue aussi dans le rôle d'investigation pour que l'opinion reste en alerte sur des dossiers qui ont été soulevés et qui n'auraient pas encore trouvé de solution. Il faut qu'en tout cas que la presse maintienne la pression. Il faut ça. Ok. Monsieur Matamba Gloire, nous avons publié votre lettre parce que nous sommes l'église au milieu du village. Vous reprochez souvent à la RTNC de cacher les informations. Vous avez écrit, ça n'engage que vous, ça ne vient pas de nous. Vous avez peut-être des preuves pour dire que M. Minakou est responsable de non-exécution des travaux qui devaient, la route qui devait relier Idiofa à Kikwit. Et nous disons à cette occasion à l'ingénieur Arstide Ngonda à Livoulou, ce que vous avez connu dans l'émission de la semaine passée, il n'y avait pas de son. Nous avons vécu cette situation, nos excuses pour ces désagréments. C'était un problème technique. Nous dirons la même chose à Maître Ngwamaha, Joseph, qui s'était plaint aussi pour les sons qui étaient désagréables dimanche le 24 janvier 2021. Alors, nous bouclons la rubrique courrier des téléspectateurs. Disons un petit mot sur ce que les léopards ont connu hier au Cameroun. Nous savons comment est-ce que les choses ont commencé. Remuer le couteau dans la plaie, hein. Alors, un petit mot. Alors, maître. C'est la défaite d'hier. Oui, la défaite d'hier du léopard. Moi, j'ai suivi le match. C'est de la malchance pour notre équipe. Nous avons encaissé 2 buts. Je vois le tout dernier, la balle a été déviée, les gardiens ne pouvaient rien faire à cause de ça. Et le tout premier but, je n'ai pas très bien vu, mais c'était aussi très difficile. Mais moi, j'attribue ça à une malchance. Ce n'était pas notre jour. Ce n'était pas notre jour. Oui, que dirait Makombo? Moi, je ne suis pas une spécialiste. Et d'ailleurs, quand notre pays joue en international, j'ai le cœur qui bat tellement que je me tiens loin du poste de télé. Et je dis toujours aux enfants, alors, et c'est par la clameur, voilà, dans le quartier, je sais qu'on a marqué. Donc, la clameur qu'il y a eu, premier but, bon. Mais je disais, les Camerounais tels que je les connais, et puis bon, en Afrique centrale, c'est eux, en matière de football. Pas seulement. Les Camerounais? Pas seulement. Pas seulement, bon. Mais perdre, ça allait être... Donc je crois qu'ils ont mis le paquet. Et cette saga qu'il y a eu sur le Covid avant, moi je trouve ça déstabilisé un peu mentalement. Imaginez-vous, vous avez une compétition à faire à ce niveau-là et on manigance, on monte ce genre de choses. Mais comme le bâtonnier, je dis bon, c'était peut-être pas notre jour, ça viendra. Mais moi en tout cas, ma première des choses, quand ma fille m'a confirmé maman on a perdu, j'ai tweeté pour remercier les léopards pour ces grands moments et j'ai dit merci énormément, on vous attend à la maison, rentrez et puis on va se remettre debout, on va continuer, mais on est sur le bon chemin. Je pense que la prochaine fois on fera mieux, mais c'était pas notre jour. Oui, Gambele. Oui, j'abonde dans le même sens pour dire que dans les grandes compétitions, le moral de joueurs joue beaucoup. Et on nous a attaqué sur le plan moral avec cette histoire de Covid. Même si c'était pas vrai ou si c'était vrai, mais la publicité qui a été faite autour de ça a sapé un peu le moral des joueurs, de sorte que pour rentrer dans le match, ils avaient en même temps à se battre contre l'équipe adverse et à
à remonter leur propre morale. Donc c'était encore une double bataille. Et un public hostile. Un public hostile. Donc, comme les Camerounais ne manquent pas d'être astucieux, je ne serais pas surpris si une enquête révélait que cette histoire de Covid a été peut-être une manigance quelque part pour concourir à affaiblir les Léopards, qui devait être l'équipe crainte, parce qu'on connaît les retournements des situations que notre équipe est capable de faire dans les grandes compétitions. Oui, le Boya, rapidement. Merci, directeur. J'aimerais rapidement dire une chose qui n'a pas été beaucoup dite depuis hier. Déjà d'abord par les médias internationaux, que moi je considère comme désormais des complices, je ne sais pas pourquoi, mais il faut préciser qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo a déjà gagné 2 CHAN. Et à moins qu'on me dise le contraire, je ne sais pas, je ne suis pas non plus trop foot, mais je ne connais pas un pays qui a fait plus que ça. Il faut souligner cela pour les générations qui viendront, pour les contemporains et même pour l'opinion internationale. Hier, le monde entier devait comprendre que l'équipe de la RDC que vous voyez n'est pas n'importe quelle équipe. C'est une nation qui a déjà gagné le CHAN à plusieurs reprises. Au moins 2 fois. Oui, au moins 2 fois. Et ça, je pense que même les médias internationaux ou nos médias locaux devraient en tout cas faire retentir cela, cette question-là. Et de 2, je pense que d'un autre côté, il y a peut-être eu le malheur de faire face à l'équipe du pays organisateur. Vous savez, c'est toujours très compliqué. Quand vous êtes dans les pays même qui vous reçoivent, qui organisent la compétition, généralement on remarque que même l'arbitrage est organisé en sorte d'avantager le pays organisateur. Et vous avez tout ce qui suit, par exemple le cas de Covid. Vous savez, moi j'ai déjà eu les témoignages d'un entraîneur qui disait qu'une fois ils sont allés jouer, je crois, en Ouganda, et ils avaient constaté qu'on avait pompé du formol dans la climatisation pour affaiblir les joueurs. Donc c'est toujours, c'est quand même pas toujours chanceux de rencontrer les pays organisateurs à ces niveaux-là de la compétition. Mais sinon, les Léopards ont très bien joué. Je pense que c'est une équipe qui a été félicitée et nous continuons à féliciter, à remercier. Et pour conclure, moi je dirais qu'il y a aussi quand même un point que nous devons travailler, directeur, c'est que généralement, la République démocratique du Congo est connue pour avoir toujours du potentiel, toujours bien faire, mais c'est toujours au niveau de la finalisation que parfois ça pose problème. On a l'impression que nous commettons toujours des petites erreurs à des moments fatidiques où il ne faut pas. Je ne sais pas si comment il faut faire pour changer le mental sur ces points-là. Et donc peut-être que la coordination sur le changement de mentalité va y travailler, parce qu'on a l'impression qu'ils ne font pas grand-chose à part les panneaux. Mais voilà, bravo les Léopards, et nous allons essayer de faire mieux. Mais la République démocratique du Congo est une grande nation du football. Ok. Le Kaka, rapidement, si nous pouvons terminer. Je vous remercie, mais je tiens à féliciter les Léopards. Ils ont bien joué. Peu importe Covid, c'est sur base de ça que nous avons gagné pour atteindre les Camerounais. Je crois que, comme l'a dit Bâtonnier, ce n'était pas notre jour, mais ils ont bien joué. Nous tenons à les féliciter. Et dans le cadre de fair play, il faut toujours les encourager, même quand ils rentrent au pays, parce que c'est ça aussi le football. Mais je pense qu'au regard de l'organisation du staff technique et du pays, il y a eu quand même un soutien de l'État et de toute l'organisation. Donc nous étions à la hauteur, mais nous avons perdu. Donc nous les félicitons et nous pensons que nous sommes à la hauteur comme nation qui a préparé son équipe d'aller à la compétition. Et donc ils sont les bienvenus, et aux Congolais d'être debout. C'est ça aussi le pays, et nous sommes là, nous existons, le pays existe, le football existe en RDC. Nous devons travailler, avec le temps on va gagner toujours. Ok. Oui, Mamia Bongo, vous avez un petit mot là? Un petit mot, moi j'ai pleuré lorsque j'ai suivi le match jusqu'à sa fin. J'ai pleuré, je me suis dit au moins on allait remporter pour la 3e fois, mais ça nous a loupé.
Et certaines interprétations disent que voilà, c'était un mauvais classement, le moral des joueurs n'était pas au zénith, mais faisons en sorte que, comme leçon que nous pouvons retenir, faisons en sorte qu'on commence bien et qu'on termine aussi bien. Malgré que leur moral était entamé suite au Covid-19, mais on a quand même senti que nos joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont mouillé le maillot. Même hier aussi, ils ont fait de leur mieux, mais c'est pas de la malédiction. Notre pays commence à renaître et nous sommes un pays béni. Moi, je pense que le CHAN prochain, nous retiendrons ces leçons et faire encore mieux parce que nous sommes valables par rapport aux autres pays, même par rapport au Cameroun. Oui. Dans tout le cas, la chance n'était pas de notre côté hier. Hein. La chance n'était pas de notre côté. Quand on regarde la possession de la balle, c'était les Congos. L'équipe était très très équilibrée. Les quelques goals qui sont entrés sont des goals hasardeux. C'est vraiment hasardeux. Le premier goal, l'arbitre, s'il était bon, il allait siffler. Parce que Matampi était empêché de... Il y a eu obstruction. Obstruction. Il y avait obstruction. Matampi était empêché d'évoluer. Et l'arbitre a fermé les yeux avec le premier goal. Le deuxième goal, c'était vraiment, si Matampi était de grand jour, c'était pas le goal. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. L'équipe a perdu sans perdre des primes. Hein. Donc c'est une grande formation qui doit faire trembler l'Afrique. Même la variabilité des joueurs. Hein. Oui. L'équipe de base était amputée de quelques éléments. Et puis, vous savez que la veille, toute la nuit, les joueurs étaient en émoi parce qu'ils attendaient les résultats justement, c'est ça qui déstabilise. Des Covid. Ils n'ont pas bien dormi. Ils n'ont pas bien dormi. Ils n'ont pas assez dormi. Parce que jusqu'à 1h du matin, ils étaient en train de donner le test, de faire des tests. Donc ça, c'est beaucoup de facteurs qui sont intervenus là-dessus. Ok. Nous disions que nous venons de vivre une semaine riche en rebondissements qui n'a pas laissé indifférent les Congolais, qu'ils soient de la société civile comme de la classe politique de tous bords. Il s'agit de la motion de censure contre le gouvernement. Il s'agit de la majorité parlementaire qui a changé de camp. Et il y a un nouveau bureau de l'Assemblée qui est attendu. Voilà de quoi ce que nous allons parler, mais quel constat vous faites sur cette situation en général, Monsieur Luboya? Merci beaucoup, directeur. Effectivement, nous avons connu une semaine assez riche en actualité politique et rebondissement, comme vous dites. Et nous avons, l'impression, effectivement, d'un changement qui arrive, d'un changement fondamental qui, on va le dire, n'était pas vraiment attendu pour cette période-ci, parce que je pense qu'on a eu quand même du gros changement en très peu de temps. Et donc vous avez parlé de la motion de censure contre le Premier ministre. Nous avons les changements de la majorité carrément, alors qu'il y a encore quelques semaines, je dirais, les règlements intérieurs bloquaient encore ces mouvements-là. Règlement intérieur qui finalement a été considéré comme n'étant pas conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Il y a aussi le fait, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est la question de la gestion, nous allons dire, de cette motion de censure par le bureau d'âge, qui peut être considéré comme bureau provisoire. Mais voilà, nous sommes face à cette situation qui, au-delà de toute considération juridique qui peut être faite, et je pense que les juristes en feraient un très grand débat, il y a quand même le fait que sur le plan politique, la République démocratique du Congo est maintenant vraiment en plein dedans, dans cette dynamique de l'union sacrée, qui veut qu'ensemble, au sein de la République démocratique du Congo, les acteurs politiques et derrière eux, bien sûr, le peuple congolais,
puissions nous mettre dans une optique de relever le pays avec cette jonction, nous allons dire, de tous autour d'une vision définie par un cadre qui va préciser, nous allons dire, parce que le travail est encore en train de se faire, qui va préciser les acteurs et qui va préciser les priorités sur lesquelles nous allons nous focaliser pour relever le pays qui, comme nous n'avons cessé de le dire, est par terre depuis plusieurs décennies. Donc voilà, en bref, ce que nous pouvons retenir de ces cas donnés cette semaine riche en actualité politique. Oui, alors, Lokaka, vous avez suivi le perpétie, la semaine était riche en rebondissements. Donc, motion de censure contre le Premier ministre et son gouvernement, changement de la majorité parlementaire, le camp, changement de camp pour la majorité parlementaire, et puis il y a en perspective les nouveaux bureaux de l'Assemblée nationale, tout se fait là. Oui, je vous remercie sincèrement. Moi, je pense que je peux méditer ce que Louboya a dit, le pays n'est pas par terre. C'est-à-dire, nous existons. Nous avons des turbulences et des choses comme partout ailleurs. Et donc, nous existons. Donc, le pays existe avec tous ces mouvements et mutations politiques. Il est vrai que les faits politiques précèdent le droit. Ce sont des faits réels, parce qu'il y a le bureau d'âge qui est entré en fonction et qui a actualisé la machine parlementaire, et conformément aux us fonctionnels de part et d'autre en amont comme en aval, mais le fait est là avec ses réalités conséquentes, qui peut faire l'objet d'études politiques aussi. Alors, dans tout ça, c'est un jeu parlementaire. L'autre, c'est par quelle magie on est arrivé à changer la majorité au Parlement? Moi, je ne pense pas que... je ne parle pas en termes de la magie. Je sais que la politique ou l'exercice, le temple de l'exercice du jeu politique, je crois que c'est le Parlement. Et donc les parlementaires et les députés, c'est des maîtres des cybernétiques, des coups de jeu et enjeux politiques partout au monde. Donc quand vous avez affaire à des élus, les députés, les sénateurs, donc, ce sont des maîtres dans des laboratoires auxquels les intérêts en amont et en aval, si ce n'est pas garanti, parce que ce sont des politiques. Et donc là, il n'y a pas la politique, mais il y a le politique dans son exercice. Et le temple de cet exercice, c'est le Parlement. Et quand vous avez affaire aux députés, donc c'est des politiques qui, en amont comme en aval, ont des cahiers de charges, des cahiers ayant des intérêts qui garantissent les mouvements, les enjeux, les lobbies aussi, parce qu'il ne faut pas penser que tous ces députés... Non, tous ces députés n'ont pas de lobby. Il y a des héros dans l'ombre qui concourent dans la machine de l'exercice politique dans le pays. Mais ce qui serait important dans tout ça, c'est seulement l'harmonisation de la vie publique. Donc l'harmonisation. Okay. Et la normalisation de la vie et l'éthique. Il y a un autre politologue à côté. Alors, vous dites quoi? Surtout, commençons par le changement de camp. Non, je n'appelle pas ça changement de camp. J'appelle ça l'empratissage et voire même l'incompréhension et la non-maîtrise de la donne idéologique dans ce pays. Lorsque je vois, par exemple, les élus du MLC qui se considèrent de la droite, et vous avez à côté les élus qui se disent sociaux-démocrates, mais curieusement, ils disent on se met ensemble. On se met ensemble parce que nous avons une vision ensemble. Vous imaginez, la droite et la gauche, une même vision. Donc, et c'est là le problème. Et c'est là la question de comment faisons-nous... C'est pas dynamique, la politique n'est pas dynamique. Le dynamisme, ce n'est pas ça. Le dynamisme, c'est de permettre à ce que le vrai enjeu sur base d'idéologie choisie comme tel doit être soutenu comme tel et avancer.
Si on ne sait pas définir sa propre idéologie, il se pose réellement un problème. D'où toutes les spéculations que vous voyez et l'acharnement de changement de camp ici et là, au niveau du Parlement de notre pays. Noël Kalonda, pour la première fois, je vous dirais, regardez comment le Premier ministre est tombé. Il n'est pas tombé tout simplement parce que la politique sanitaire, elle est mauvaise. Parce que sur le plan écologique, il a failli. Parce que sur le plan de développement ou de la construction de routes, il a failli. Il a été interpellé tout simplement parce que non, on dit la majorité a changé les camps. Voilà ce qui manque dans la conscience idéologique des élus de notre pays. C'est ça le problème. Alors ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui nous allons assister encore à un autre théâtre. Ceux qui sont fondamentalement enseignés par des idéologies bien définies comme telles, et d'autres qui ne le sont pas et qui vont être ensemble. Je suis en train de me poser des questions, Palou, avec MLC, même casserole, où ils vont interférer sur la question de dire nous allons soutenir la vision du président de la République. Laquelle de vision du président de la République qui n'est pas encore définie? Union sacrée, il n'y a pas une vision dedans, mon Dieu. Il n'y a pas une vision. On a lancé un slogan et par la suite on cherche à lui donner un contenu. Mais un contenu avec qui et pourquoi? Toutes les questions sont là. Donc la République démocratique du Congo est en train de traverser un moment difficile, tout simplement parce que les élus sont dans l'incapacité de s'auto-prendre en charge en réalité sur le plan idéologique, sur le plan fonctionnel, ainsi de suite. Mais les citoyens congolais, dans son ensemble, c'est-à-dire que le peuple congolais qui attend des élus, le peuple qui a donné le mandat à ces élus, attend quoi? Depuis que le président de la République est président, depuis que ces élus sont élus au niveau du Parlement, qu'est-ce que le peuple a gagné? Nous assistons à des théâtres de manière permanente, au Parlement comme au gouvernement. Les choses, si ça n'avance pas, ce n'est pas par la faute de la population, mais par la faute de ceux qui ne comprennent pas qu'il n'y a pas une orientation, il n'y a pas une idéologie, il n'y a pas une vision. Que cela se dise clairement. Lorsque je vois aujourd'hui, on me dit, je chute. Lorsqu'on me dit aujourd'hui qu'une tendance de l'ensemble avec une autre tendance de dissidents de l'Amouka, ajoutée avec ceux qui sont de l'UFCC, c'est-à-dire que c'est lui qui a trahi Joseph Kabila, serait sain face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de la vision qui est présentée et qui n'est même pas encore claire. Non, qu'on se dise la vérité et dire la vérité au peuple congolais, que nous ne sommes pas encore sortis de l'abîme avec tous ces élus que nous avons ici au Parlement qui font des transfuges et qui sont en train de mentir matin, midi au soir sur la question de l'orientation à donner au peuple congolais, une sorte de spéculation. Les jours où on permettra au peuple congolais de dire, bon voilà, on nous a parlé de la politique sanitaire, nous l'avons appliquée sur la question par exemple de Covid, de la prise en charge, voici, nous l'avons appliqué, il est là. Là, on peut dire chapeau bas au gouvernement. Les jours qu'on dira, on a construit autant de routes parce que, chapeau bas, ainsi de suite. Mais tant qu'il n'y a pas tout ça, moi je ne crois pas à toutes ces spéculations-là. Okay. Voilà pourquoi j'insiste encore une fois pour dire Pessa Fongola Mouka. Alors, monsieur Mulumba, vous avez suivi le rebondissement qui sont intervenus dans la solution politique. Alors, commençons par les camps de majorité présidentielle, des majorités parlementaires qui a changé. Oui, d'abord, vous avez une explication? Oui, d'abord, c'est pour ça que je n'ai pas voulu suivre le match. Parce que il y avait tellement de mots de tête avec l'Union sacrée qu'il était impensable de suivre encore le match et d'accroître encore la tension davantage. Vous risquiez de me perdre, alors je n'ai pas voulu suivre le match hier. Noël. Quand on parle de majorité, c'est par rapport à quelque chose. Un programme que l'on soutient. L'opposition, c'est quand on est contre ce programme-là. Alors, dites-moi un peu, la très large majorité que nous avons, c'est pour quel programme? Elle soutient quel programme?
L'opposition, s'il y en a, c'est contre quel programme? S'il n'y en a pas, alors c'est pitoyable pour notre classe politique. On est là par rapport à des individus, on est ballotté par le vent. Mais quand on fait de la politique, c'est pour une cause. Cette cause se traduit dans un programme que l'on veut réaliser. Qu'est-ce que nous voulons faire? Mais le gouvernement Ilunga avait laissé un programme. Mais il n'est pas tombé par rapport à ça. Il n'y avait pas de programme. S'il vous plaît. Donc, je disais, qu'est-ce qu'on veut concrètement faire pour le chômage des jeunes Congolais, pour mettre fin à la situation à l'est de notre pays. Qu'est-ce que nous faisons pour que les Congolais puissent manger? Concrètement, il n'y a rien. Alors, vous avez cette masse-là qui vient pour une vision. Alors, le FCC était une vision contre laquelle on s'oppose par rapport à une autre vision. Quelle est cette autre vision? Point d'interrogation. Je pense qu'on n'a pas agi avec beaucoup de... En tout cas, si j'étais le chef de l'État, tout ce qui est migré là, je ne confierais de responsabilités à aucun d'entre eux. Parce que ça montre à quel point ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont instables. Alors si on peut les acheter aujourd'hui, demain on va les acheter aussi. Et si on peut les acheter demain, alors on va bâtir notre pays sur quoi? Sur du sable. Nous avons... Moi j'ai fait une sorte de parallèle entre... Ils n'ont pas de conviction selon vous? Mais il n'y a aucune conviction, Noël. Il n'y a absolument aucune conviction. Parce que, encore une fois, on se base sur un programme. S'il vous plaît, il n'y a pas de programme. Alors, quelle est cette conviction? Est-ce que moi, je vais suivre quelqu'un parce qu'il a une belle cravate? Je veux savoir qu'est-ce que cette personne propose pour mon pays. Alors, qu'on me dise, qu'est-ce qu'on a proposé pour mon pays? Le chef de l'État n'a pas proposé quelque chose pour le pays. Il a dit, j'ai consulté, on m'a fait, voilà ce que les gens ont dit. Est-ce que ceci est devenu un programme? Absolument pas. Alors, qu'on m'explique pourquoi tout ce monde est parti là, alors qu'il n'y avait rien. Les jours où il prêtait serment pour... il a dit, le peuple a chanté en disant, Papa Alobaki, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Ok, très bien. Maintenant, le problème c'est lequel? C'est juste le peuple d'abord. Ça, ce n'était pas suite à la consultation, c'était avant. Alors, ce peuple d'abord, on les traduit comment? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour ce peuple-là? Concrètement, dans leur vie de tous les jours. Peuple d'abord, ça veut dire que dans ce que nous allons faire, nous faisons, comment dirais-je, nous devons avoir en tête que nous travaillons pour la population. Alors, ce qu'il fallait, c'est alors, voilà ce qu'on va concrètement faire pour ce peuple-là. Si on ne l'a pas fait, alors il y a un problème. Noël, ce que nous avons vécu, c'est une sorte de passage en force. Alors, dans le mot passage en force, il y a le mot force. La force peut être la rue, la force peut être la guerre civile. Alors, je fais le parallèle avec en 2018. Tout le monde s'attendait à ce que le pays prenne feu. Le pays n'a pas pris feu. Nous avons même connu une passation pacifique et civilisée de pouvoir. Nous aurions pu connaître encore ici, dans cette tentative de passage en force, le pays aurait pu encore prendre feu. Dieu seul loué, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de dégâts. Alors, aujourd'hui, nous avons une majorité, entre guillemets, de 80%. Encore que vous avez dans le même parti politique des personnes qui sont dans l'opposition et d'autres qui sont au pouvoir. C'est trop cérébral, on me dira-t-on, mais toujours est-il que vous trouvez, sans vouloir citer des noms, vous avez des Liaou qui sont du PPRD, qui sont dans un camp, et vous avez les écuyers qui sont qui restent de l'autre côté. Alors, je ne sais pas comment on peut faire ça. Le problème qui se pose aussi est celui-ci. Nous avons on se résume. Nous avons fragilisé notre pays.
Nous avons fragilisé notre pays. Pourquoi? Parce que autant les FCC, bien que étant aussi une sorte de melting pot, avait un chef qui contrôlait la situation. L'Union sacrée, c'est notre melting pot ou une ratatouille, comme on dit, où le chef qui est le chef qui contrôle quoi? Il ne contrôle pas. Alors ça veut dire que on va être dans une situation très très instable où ça sera au plus offrant. Est-ce que notre pays va être géré par le plus offrant? Encore faut-il savoir ce qu'on offre là provient d'où? Des multinationales qui ne donneront rien pour rien, ou bien des Congolais eux-mêmes. Donc, si vous avez la majorité constituée des gens qu'on peut acheter, c'est très, très, très dangereux pour l'avenir de notre pays. J'arrête là pour le moment. Ok, mademoiselle. Moi, non, j'ai tout à fait une autre lecture. Je comprends. Et je n'oublie pas la genèse. Ça a commencé comment tout ça? Parce que pendant 2 ans, il y a eu un blocage. Des blocages. Il y a eu, autour de cette table, j'ai parlé de crise. On m'a dit non, on vit pas, il n'y a pas de crise. Il y avait. On avait, soi-disant, une passation civilisée de pouvoir, mais on avait un président un prédécesseur qui ne voulait toujours pas partir. Omniprésent. Qui tirait les ficelles. Quand on a été chef d'État, on a passé la place à l'autre, on se retire. Mais là, non, on tirait les ficelles. Et pendant 2 ans, des chamailleries, on n'a rien fait. Voilà d'où c'est parti. Il fallait qu'il en sorte. Vous ne pensez pas il fallait qu'il en sorte. Vous ne pensez pas que cette crise a été créée par les lieutenants et pas par les têtes? Les têtes ont créé. Les lieutenants. Et ils influençaient les autres. On les appelait, faites ceci, ne faites pas cela, bloquez, ne sortez pas tel décret, etc. C'était constamment ça, pendant 2 ans. Et avec l'idée que c'était une obsession pour eux, 2023, ça sera quoi le bilan? Et c'est à ce moment-là qu'on va le clouer au poteau. Donc qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce que nous devions faire? Et suivez, moi je suis souvent à la base. Les gens demandez ça. Il faut séparer, il faut, etc. Et quand on nous parle de vision, mais bon sang, déjà dans le discours du 6 décembre, il y a une ébauche de cette vision-là. Il faut qu'on change, il faut faire ci, faire cela, etc. Les consultations après ont eu lieu. Des choses ont été dites, des choses ont été préconisées. Maintenant, peut-être, c'est vrai, il faudrait une bonne équipe pour codifier tout ça, mettre dans un texte. Mais pour moi, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ et là, c'est maintenant qu'on va voir Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo au travail. Qu'est-ce qu'il va donner? Et moi, c'est comme ça que je vois ça. Et quand vous dites il y a eu beaucoup de choses, la sortie malheureuse de ce Premier ministre, j'ai eu d'ailleurs à le tweeter, mais bon sang, être Premier ministre, c'est quoi? Vous savez que vous êtes l'émanation du Parlement, oui, mais vous avez été nommé par une personne qui est le chef de l'État, le magistrat suprême, avec qui il doit avoir un rapport de confiance. Quand vous sentez qu'il y a un désamour, mais je ne vais pas m'accrocher à quelqu'un qui ne m'aime plus. Je pars dignement, surtout quand je suis professeur d'université. Hein? Soi-disant une sommité, partez calmement. Non, on ne part pas parce qu'on répond au prédécesseur. Mais c'était une situation ubuesque, c'est ridicule. Voyons maintenant, c'est un nouveau départ. Bon, peut-être que cette vision a besoin d'être codifiée au terme de toutes ces recommandations, documents qui ont été déposés, etc. On a besoin de codifier, mais non, c'est un nouveau départ. Ok. Alors, Madame Abongo, vous dites... Merci beaucoup, Monsieur Noël. Je suis d'accord avec ce que Madame Angers vient de dire tout à l'heure. Le président de la République était à l'aise dans la coalition. Non, vous avez une explication pour... Non, il était à l'aise dans la coalition, mais qui a imposé au président de la République de sortir de la coalition? C'est la population.
C'est après les consultations. Le 6 décembre, il a dit, voilà, nous quittons cette coalition. Et lorsqu'on quitte la coalition, automatiquement, la majorité change. Je suis en train de répondre à vos différents points. La majorité a changé. La question que moi je pose surtout, nous voulons savoir exactement, est-ce que vous avez une réponse quant au changement de la majorité parlementaire? Mais lorsqu'il a dit tout haut, je mets en place maintenant une union sacrée où on travaillera selon ma vision. Ceux qui étaient dans le FCC ont traversé et d'autres aussi ont rejoint l'union sacrée. Et automatiquement, la majorité a changé. Et c'est ce que le Premier ministre devait comprendre. J'étais issu d'un accord. Maintenant que la majorité a changé, il devait rendre le tablier à cette époque-là. Mais il s'est cramponné, il dépendait de son autorité morale jusqu'à ce qu'on a voté la motion de censure contre lui. Et il est sorti par la fenêtre. Mais il n'a pas du tout démérité. On a vu quand même après le Covid-19 comment il s'est battu pour stabiliser le taux de change, comment il a évité pour qu'il y ait implosion au niveau du pays. Et maintenant, vous avez posé aussi la question sur la démission de M. Ilukamba. C'était prévisible. Quand la majorité change, le Premier ministre aussi devait s'en aller. Et c'est ce qui s'est fait il n'y a pas longtemps. C'est que maintenant, je demanderai au président de la République. Il y a quelqu'un qui dit ici, où est la vision? Mais les différents piliers de sa vision, on va le connaître. On va le connaître. Soyez patients. Lorsque le Premier ministre sera nommé devant le Parlement, il va décliner la vision du chef de l'État. Allez dans son bureau, vous verrez cette vision-là. Donc on ne peut pas gérer un pays sans vision. Il gérait le pays avec la vision de la coalition. Mais maintenant, il va gérer le pays avec sa coalition. Nous sommes Congolais, soyons quand même optimistes. Nous sommes Congolais, donnons la chance à notre pays d'avancer, s'il vous plaît. Ne soyons pas pessimistes. Alors, bâtonnier national, comment est-ce qu'on peut expliquer ces changements de... Je demande la parole, parce que je peux peut-être intervenir en dernier lieu, si vous voulez, oui. Une minute, s'il vous plaît, une minute. Une minute. Moi, j'aimerais fixer à l'opinion certaines réalités. Je dis, Ilukamba n'est pas parti parce que il a failli à une mission. Donc, jusque-là, le départ de... S'il vous plaît, laissez-moi argumenter. La vision du président de la République jusque maintenant n'est pas claire. La preuve en est que vous tous sur le plateau qui soutenez le président de la République, vous êtes incapable de définir la vision du président de la République. S'il vous plaît, justement, moi je soutiens le Congo. La vision là, vous ne la connaissez pas du tout. Laissez quelqu'un parler et puis c'est tout, chacun mourra son tour. Et il y a une personne qui écoute le débat, c'est M. Noël. Laissez-le diriger la discussion. Écoutons-nous. Vous avez déjà dit ça, mon cher Michel. J'aimerais simplement ajouter un élément important. Si nous voulons travailler pour le pays, nous devons regarder quoi? La réalité de vie des citoyens congolais d'une manière générale. Et non pas ce qu'on attend parler là-bas des noms des députés, des élus qui se positionnent, questeurs, machin, ainsi de suite. Ce n'est pas ça, gérer le pays. Vous comprenez? Nous sommes en train de traverser un moment difficile et capital. Covid-19 qui sévit depuis des années. Est-ce que nous avons une politique réelle par rapport à ça? Non. Est-ce que nous avons une politique réelle en rapport avec la défense de notre pays? J'ai vu les militaires à haut commandement, plus de 1000, réclamer leur solde pendant 6 mois impayés. Est-ce qu'on a une politique par rapport à ça? Voilà les enjeux de problèmes auxquels devaient nous préoccuper nous autres par rapport à la situation de notre pays, plutôt que de dire, moi, tel député, je m'appartiens à tel... S'il vous plaît. Cette majorité ne saura jamais définir la vision du président qui n'est pas claire. Et d'ailleurs, même au niveau de la constitution de notre pays, il n'y a aucun article qui parle de vision du président. Vous n'avez pas... On n'en a pas. Les nouveaux gouvernements, vous n'avez pas encore... Il n'est pas encore en action. Il faut attendre pour voir. S'il vous plaît. Oui. Kambele Mbele, si vous voulez attendre. Oui, vous disiez... Je dis que ce qu'on entend, les amis qui défendent le statu quo dire, c'est juste un peu la frustration et la désolation par rapport à leurs espoirs peut-être déçus. Dire que Ilukamba serait tombé juste parce que la majorité a changé, c'est fausser, mal interpréter les choses.
Madame Abongo a repris la genèse du problème. On est parti de la volonté d'éviter la confrontation entre le président élu et ceux qui avaient à l'époque la majorité au Parlement. On a fait la coalition. Mais ça n'a pas marché parce que ceux qui avaient la majorité au Parlement ont cherché à gêner l'action du président. Et de là, toute la population, en tout cas le peuple congolais dans sa grande majorité, a voulu que cette coalition-là tombe. Et quand vous demandez comment est-ce que la mutation s'est opérée, mais c'est tout simplement le fait que quand vous prenez un iceberg, la base qui est plus importante prend la position normale qui est... Et que diriez-vous aux gens qui parlent de députés qui ont eu peur du chômage? Ça, c'est une manière d'interpréter aussi. C'est dans l'interprétation. Mais c'est aussi une réalité. Les députés sont censés être les représentants de la population qui les a élus, du peuple qui les a élus. Quand ce peuple-là, dans sa majorité, réclame qu'il y ait changement, les délégués de cette majorité-là vont rester accrochés à un ancien régime en perte de vitesse, ou bien ces délégués-là vont comprendre qu'ils doivent opérer la mutation nécessaire pour être en adéquation avec ceux qui les ont mandatés au Parlement. Quand le président a dit « nous changeons », et cela, ce n'est que l'accomplissement, souvenez-vous de ce qui avait été dit par Étienne Tshisekedi à la conférence nationale souveraine, le peuple attend le changement. Ça n'a jamais eu lieu. Maintenant qu'on est en train d'opérer le changement. Et Félix Antoine Tshisekedi vous a dit « je suis venu déboulonner l'ancien système ». Nous sommes en plein déboulonnement de la dictature. Ce n'est pas un secret. On l'a dit, on est en train de déboulonner l'ancien système. Okay. Donc, les députés n'ont pas fait comme un autre intervenant ici qui avait quitté l'UDPS pour aller dans l'ancienne majorité et qui est maintenant rattrapé par le temps parce que la majorité là n'existait plus et il aurait voulu lui entraîner l'UDPS dans cette ancienne coalition. Mais il doit comprendre que ça a changé. Ce n'est pas un problème de s'accrocher à du vent. Le peuple est tout à fait content et en adéquation avec le pouvoir par rapport au changement qui est arrivé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a moyen de mener un raisonnement rationnel? Le raisonnement rationnel est que on fait la politique pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt du peuple. Et l'intérêt du peuple n'était pas dans la coalition avec la dictature. Il fallait déboulonner la dictature. Et c'est déjà dit. C'est déjà dit. Les Jérémiades. Monsieur le Boya, s'il vous plaît, monsieur Kitoko. S'il vous plaît, monsieur Kitoko. S'il vous plaît. Le bâtonnier n'a pas encore pris la parole. Vous avez dit sur le sujet. Il m'a accordé d'éclaircir certains points comme ça, il pourrait conclure. Est-ce que vous pouvez le faire en 1 minute 1 minute 30 peut-être, directeur. 1 minute 30. Allons-y. Voilà, directeur, vous savez que le Forum des médias est une très grande émission et je pense qu'après avoir suivi toutes les émissions politiques au courant de la semaine, le peuple congolais garde son focus sur les forums de médias pour avoir la lumière. Nous ne pouvons pas laisser certaines choses qui ont été dites ici comme telles parce que ça pourrait créer de la confusion dans la tête des Congolais. Premièrement, moi je ne vais pas apprendre la politique à M. Kitoko qui est lui-même politologue, mais qui sait comment la majorité peut varier, et il a évolué dans les démocraties occidentales, il sait comment et pourquoi la majorité au cours d'une législature peut varier et mettre en situation compliquée un premier ministre ou le chancelier même d'Allemagne par exemple. Pourquoi ? Vous avez plusieurs formations politiques qui ont des visions. Vous avez des écologistes, vous avez des socialistes, vous avez des libéraux. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, comment se font les coalitions, directeurs? C'est qu'un écologiste dit, je vais m'associer à vous qui êtes un socialiste, du moment que vous veillez à la question de l'environnement, par exemple. Je serai avec vous. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas de position. C'est parce que la personne se dit, je suis peut-être minoritaire, mais je vais m'attacher à vous du moment que vous allez aussi résoudre le problème suivant notre manière de voir la société. Ici, je ne suis pas encore au programme. Attention, nous arrivons sur le point, parce que vous n'allez ici, je ne peux pas laisser dire que le MLC
et entrer dans une coalition pour le plaisir ou par soif de pouvoir. Nous sommes un parti élitiste, je le soutiens toujours, et nous savons ce que nous faisons. Vous avez des socialistes, par exemple, qui pour eux ils se battent pour garantir une protection collective. Pour eux, faire avancer la société, c'est en garantissant les protections collectives. Alors que pour nous, les libéraux, nous disons, avec plus de libertés individuelles et de l'entrepreneuriat ou l'entreprise individuelle, ça va créer une richesse collective et nous allons faire avancer le pays. Mais c'est quoi l'union sacrée, directeur? Parce que l'union sacrée, ce n'est pas une vision. L'union sacrée, c'est une dynamique. C'est quoi la dynamique? La dynamique, c'est que le pays a des problèmes. Et le problème, voilà, nous les avons cités, le président en a fait un résumé. Le peuple congolais a dit au président, voilà les différents problèmes que nous avons. Et pour entrer dans... Le président considère que nous devons le faire ensemble. Nous, MLC, nous avons notre manière de voir les choses. Les socialistes ont leur manière de voir les choses. Mais nous nous disons, OK, comme nous avons des méthodes différentes, il faut que nous nous mettions ensemble. Nous sommes d'accord qu'il faut sortir d'abord le pays du gouffre. Unissons-nous. Avec nos cahiers de charges, arrivons à trouver la voie par laquelle nous allons sortir le pays du gouffre. On a parlé ici du programme, mais directeur, vous savez que même au niveau du Parlement, il y a des gens qui se déclarent de la majorité et de l'opposition, alors que le Premier ministre n'a même pas encore désigné. Alors, comme M. Kitoko disait, c'est le Premier ministre qui vient avec le programme du gouvernement. Mais comment il se fait que les gens ont déjà des positions? C'est parce que c'est une question d'optique, une question de vision. On dit que ici, le gros problème, c'est lequel? Il faut trouver de l'emploi pour le Congolais. On a le problème de l'Est qui ne cesse de nous tourmenter. Nous avons beaucoup de problèmes sur le plan sanitaire, sur le plan de la justice, sur le plan social. C'est déjà ça. Et le président dit, ceux qui veulent sortir le pays du gouffre, venez avec moi. On dit ici souvent adhérer à la vision du président de la République. Mais moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'ensemble, nous avons trouvé des points de convergence entre nos visions. Et nous nous disons, mettons-nous ensemble. Okay. Et pour se mettre ensemble, nous nous disons que nous allons créer cette nouvelle majorité qui va permettre au président, avec qui nous avons des points de convergence, d'assurer sa politique et de faire sortir le pays du gouffre. D'accord. Alors, bâtonnier, vous n'avez pas encore pris la parole, c'est à ce sujet-là. Merci beaucoup. Moi, je suis sur la ligne de deux dames. D'abord, Mme Makombo et naturellement, du dernier intervenant, M. Luboy. Je suis sur leur ligne. Je félicite d'abord Mme Makombo par elle, mais je félicite la femme. Parce que lorsqu'elle a parlé, elle, moi, j'ai reconnu tout de suite le rôle de la femme dans une société. Hein, c'est celle de garder la tradition, de garder la culture. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a tracé ces débats en situant d'où le débat vient. Qui l'a posé? C'est le président de la République qui a posé le problème. Qui va nous conduire à la chute du bureau de Mme de Boumabunda, qui va nous conduire à la chute du gouvernement du professeur Ilunga. Donc, madame, moi je l'ai vue tout de suite comme gardienne, n'est-ce pas, de la culture. Et chez les Lunda, si vous me permettez de le dire, c'est aussi une dame chez les Lunda qui est Nswan Murund. Donc, celle qui garde la tradition, l'amitié Lunda, c'est une femme rouège. N'est-ce pas? Alors, monsieur, qu'est-ce qu'elle nous a dit, Madame Makombo? C'est le président de la République a encaissé. Et à un moment donné, il a dit, stop, je n'encaisse plus. Et je crois que ça, c'était le moment qui nous a conduit à la situation d'aujourd'hui. Lorsque j'ai réfléchi à cette affaire de temps en temps, je me suis vu en train de jouer aux échecs, le jeu des échecs, où il existe ce qu'on appelle le gambit. Qu'est-ce que c'est le gambit au jeu des échecs? Que je demanderais qu'on enseigne aux enfants. Le gambit, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Cet homme qui a encaissé, à un moment donné, il dit stop. Il a fait le pari de son pouvoir. J'arrête ou je disparais. J'arrête ou je disparais. Et alors il va sortir ça par une formule, union sacrée.
Monsieur Makombo dit, mais quel est le contenu de... C'est un slogan. C'est vrai, c'est un slogan, mais quel est le contenu? Monsieur Kitoko. Monsieur Kitoko, plutôt, oui. Quel est le contenu? Permettez-moi de me tromper sur votre nom. Quel est le contenu, Michel, sur le prénom? Le contenu, c'est ça, de ce slogan-là, hein, Union sacrée. Le contenu, c'est que, bon, la justice, on venait d'en parler, ça doit changer. La corruption, il faut que ça disparaisse, n'est-ce pas? Le droit de l'homme, état de droit précisément. Voilà, slogan, mais c'est quoi l'état de droit? C'est la justice là-dedans, c'est la corruption qui doit disparaître. Et tout ça, ça va venir petit à petit pour qu'on arrive à quoi un jour? Ce que vous dites, mais dans l'assiette du Congolais, hein, aujourd'hui on ne voit rien, mais on verra quelque chose, mais il faut d'abord commencer. Et on doit commencer, n'est-ce pas, de quelque part. Alors, donc, en me résumant, il a fallu qu'un homme qui avait le pouvoir total sur papier, hein, dans la Constitution, mais qui, dans l'effectivité, ne l'exerçait pas du tout. On l'a dit autour de cette table. Et il dit, niet, ça s'arrête, moi, je fais un sacrifice, où je disparais, où je dois réussir. Je crois qu'il est en train de réussir. Avec qui? Avec l'Assemblée. Quelle Assemblée? Mais l'Assemblée qui est l'émanation du peuple. Alors, vous faites le procès aux députés de mentir. Je vous ai entendu, je vous ai noté. Vous dites, mais ils sont tous des menteurs. Je dis, attention, ils mentent sur quoi? Et à qui? Ah non, ils ne mentent pas. C'est aux députés de construire des routes, c'est aux députés de juger les affaires, c'est aux députés de... Non, les députés font des lois. Dites-moi, ils ont fait de mauvaises lois, notamment une mauvaise constitution que ce peuple a approuvée par référendum? Non, il faut je crois, savoir mettre des bémols. Les députés ne mentent pas, les députés, en tout cas pas dans l'ensemble. Pas dans l'ensemble. Hein? Bon, voilà. Alors, donc, ils donnent des lois. Leur mission principale, c'est de donner des lois à notre pays. Vous allez me citer une seule mauvaise loi qui ennuie aux intérêts du peuple congolais? Une seule? Vous la connaissez? Donc ils donnent des lois et ce sont les autres qui les exécutent. Je me résume, Monsieur le Président, si vous voulez, des séances. C'est parti de quelque part. Le déclic, c'est ce que dit Antoine Chilombo qui l'a donné en disant, niet, moi je fais un sacrifice, je perds mon pouvoir ou je continue à l'exercer alors entièrement. Et il est en train de réussir là-dessus. Okay. Parce alors, que... Oui? Concernant le changement de la majorité parlementaire, oui. Vous gardez le même règlement d'ordre intérieur ou le règlement change? Le même règlement intérieur reste. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, ce sont les députés qui l'ont voté, la Cour constitutionnelle l'a validé, le règlement intérieur est bon. Personne ne l'a violé jusqu'à cet instant. Je ne sais pas à quel point. Non, je pense qu'il faudra amender quand même les articles que la Cour constitutionnelle considère comme étant une manière d'embrigader les députés dans une forme de mandat, comment on l'appelle, impératif, oui. Non. Parce que c'est des articles qui sont là, ils doivent être amendés. Qu'est-ce que le public reproche sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Ah bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le public reproche. Moi, mais en fait, voilà. Pour répondre à la question de mon ami Luboya, M. Luboya, c'est la Constitution et ce n'est pas le règlement du Parlement qui le dit. C'est la Constitution qui parle de cela. Cela, c'est quoi? C'est-à-dire le mandat de député. La Constitution dit que le député qui quitte son parti ou son regroupement politique perd le mandat. Vous quittez votre parti, vous perdez le mandat. Permettez. La Constitution, la même Constitution dit que le mandat de député n'est pas impératif. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que lorsque le député doit exprimer son vote,
il n'est pas soumis à un impérium. Il n'est pas soumis à un diktat. C'est lui et sa conscience qui votent. C'est ça que le mandat n'est pas impératif. Point. C'est dans la Constitution, cette petite phrase. Mais concernant, s'il vous plaît, oui. Concernant l'appartenance, l'application de article 54 et article 26 du règlement intérieur. Qui disent quoi? L'article 54, par exemple, dit que quand un regroupement s'est déclaré comme de la majorité, pendant toute la législature, ils ne peuvent pas changer. Et quand ils se déclarent de l'opposition, pendant toute la législature, ils ne peuvent pas changer. C'est ça qui avait voulu créer un blocage à la constitution de la nouvelle majorité. Parce que, par exemple, le mouvement de libération du Congo, c'était à l'ouverture de la législature déclaré comme un parti d'opposition. Alors que maintenant, nous sommes dans la majorité. C'est comme ça que la Cour constitutionnelle, parlant de cette exclusion du mandat impératif, a dit que le règlement intérieur, au niveau de ces deux articles, restreignait la liberté du député, donc article 26, et du regroupement politique, article 54. C'est comme ça qu'elle a déclaré ces deux articles non conformes à la Constitution. Et donc, je pense que l'arrêt de la Cour constitutionnelle ayant vu le jour, l'Assemblée nationale sera obligée d'amender ces deux articles de son règlement intérieur. Mais alors, s'il vous plaît. Permettez, Monsieur le Boya a tout à fait raison lorsqu'il nous explique ces textes du règlement du Parlement. C'est pour ça que j'ai demandé si on doit changer. Ça changera, mais dans les faits, c'est changé. D'office. Dans les faits, c'est changé. Parce que, voyez-vous... Alors, la Cour constitutionnelle ne s'est pas contredite. Mais la Cour constitutionnelle ne s'est pas contredite. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui a libéré la Cour constitutionnelle a reçu pour approbation du règlement de l'Assemblée. Et la Cour constitutionnelle a émis une réserve quant à la constitutionnalité de ces deux articles-là. N'est-ce pas? Bon, approuvé par la Cour constitutionnelle. Mais bien sûr, mais voilà que ces articles étant là, dans le règlement, les députés s'expriment autrement dans le vote. Ils ne s'expriment pas, ils s'expriment pas comme étant de tels groupements, de tels groupes parlementaires. Il n'y a pas de quoi. Pardon? Il n'y a pas de quoi. Je crois qu'il y a un problème. Mais puisque d'un côté, la Constitution dit aux députés que son mandat n'est pas impératif, c'est-à-dire qu'il vote en âme et conscience sans suivre qui que ce soit, fût-ce son parti ou son regroupement. Il n'y a pas une différence entre le vote et les camps. Non. Directeur, moi je ne voudrais pas monopoliser la parole. Directeur, c'est pour la communauté qui nous suit. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Excusez-moi, monsieur Corneille. S'il vous plaît. Attends. Pour le peuple congolais, s'il vous plaît, monsieur Corneille, pour le peuple congolais, je voudrais éclaircir. Qu'on s'entende. Allez, le Boya. Le Boya. Pour le peuple congolais. Le Boya, qu'on s'entende. Directeur. Qu'on s'entende. S'il vous plaît. Entendons-nous bien. Entendons-nous bien. Entendons-nous bien. Nous sommes avec le bâtonnier d'abord. Député national. J'ai posé la question s'il n'y a pas différence entre le camp choisi, opposition ou majorité, et le vote. Il n'y a pas de différence. Mais, je ne vois pas où la différence peut résider. Parce que si vous voulez, la différence peut résider. Moi, je suis de l'opposition. Oui. Et on doit voter une loi. Oui. Bon, on doit voter un nombre de... On doit voter une question. Une question oui. qui vient... Oui. Je suis de l'opposition. Oui. Une question qui vient de la majorité. Oui. Mais je trouve que cette question est censée. Voilà. Moi, de l'opposition, je peux voter ça. Mais voilà, justement, là-dessus, que disent les textes, s'il vous plaît, là-dessus, quand il s'agit de vote, que disent les textes? Les textes disent, la Constitution dit, vous voterez en votre âme et conscience. La Constitution le dit de cette manière, le mandat n'est pas impératif, c'est-à-dire vous ne recevez aucun ordre, vous députés, au moment où vous votez, n'est-ce pas? Ok. Dans la Constitution, dans le règlement précis, dans le règlement,
bon, il existe les groupes parlementaires. Les députés forment des groupes parlementaires au début de la mandature. Vous voyez, ça c'est des structures dans lesquelles les députés se gèrent. C'est ça le problème. Mais quand le député va voter, il ne reçoit pas d'ordre de son groupe parlementaire ni de qui que ce soit. Alors, lorsque les députés vont voter, il se dégage, par exemple, une majorité contre le bureau qui est là. 30 secondes, directeur. C'est bien. Vous voyez, il est clair. S'il vous plaît, écoutons-nous. Une minute. Ok. Une minute. Il est clair que on vote, le vote est individuel, en âme et conscience. Oui. L'existence de groupes permet la stabilité des institutions. Sinon, on aurait des gouvernements qui tomberaient toutes les semaines, comme en Italie. Par conséquent, on ne peut pas, si on change de majorité, ça peut se faire que, alors on fait une élection, on négocie, éventuellement, on négocie une nouvelle majorité, parce qu'on estime que le Premier ministre n'a plus de majorité. On ne décide pas comme ça que le Premier ministre n'a plus de majorité. Alors, si on estime qu'il n'a pas de majorité, on fait une motion de censure contre le gouvernement tombe, et à ce moment-là, on met sur pied autre chose. Mais ça ne se fait pas comme c'est passé là. Donc, ça ne peut pas se faire de cette manière-là. On peut voter individuel, mais on ne change pas de groupe pendant, comme ça, parce qu'on déstabilise les institutions. Je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a eu aucun blocage. Le chef de l'État, si vous permettez, je démontre, le chef de l'État n'a pas été bloqué. Il n'y a pas une seule loi, il n'y a pas une seule réforme qui a été présentée par le cash et que le FCC a bloqué. Il n'y a aucune réforme, il n'y a aucune loi, ni le gouvernement. Vous pouvez élever la voix, vous ne m'impressionnez pas. Je ne cherche pas à vous impressionner. Ok, s'il vous plaît. Je ne cherche pas non plus. Le peuple demande que dit le peuple de cet arrêt. C'est ça. Ok. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne nous chamaillons pas. S'il vous plaît. Ne nous chamaillons pas. Le Boya, une minute alors. Oui, une minute. Vous avez posé une question essentielle. Est-ce que nous n'avons pas l'impression que la Cour constitutionnelle s'est contredite elle-même, d'autant plus qu'elle avait validé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en la considérant comme étant conforme à la Constitution, et qu'aujourd'hui elle revient avec un autre arrêt qui considère 2 articles de ce même règlement intérieur qu'elle avait validé en le considérant non conforme à la Constitution. Je pense que c'est ça la question même que se posent les Congolais. En réalité, directeur, vous savez, c'est pour ça que nous pensons que même notre système judiciaire et toutes les autres institutions de la République doivent être réformées en évitant de tailler sur mesure les lois et les arrêts de la République pour des individus, mais en considérant que ça doit être sur la durée. Parce que mon avis personnel, c'est lequel? Moi, quand j'ai fait en tout cas, je vous dis, le nouvel arrêt de la Cour constitutionnelle, moi, je le comprends. Parce que M. Corneille dit, oui, on veut la stabilité des institutions, c'est pour ça qu'on va bloquer des regroupements comme ça en disant, si vous êtes de l'opposition, vous êtes définitivement de l'opposition, et si vous êtes de la majorité, vous ne pouvez pas basculer. Mais où est le mal, c'est lequel? Le mal, c'est que vous contraignez les intérêts du peuple. Parce qu'un regroupement, s'il vous plaît, parce que le jour où un regroupement politique, pour un regroupement parlementaire, pour les intérêts du peuple congolais, doit basculer entre majorité et opposition, ou opposition et majorité, il se retrouverait bloqué. Non mais, je vous donne un exemple. Il y a un exemple maintenant. C'est que tout le monde doit se mettre ensemble pour bâtir la nation. Et ça bloque. S'il vous plaît. Donc, directeur, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Je pense, moi, que le règlement intérieur de la Cour, de l'Assemblée nationale avait initialement été élaboré comme tel parce qu'il y a un camp qui voulait s'assurer qu'elle aurait sa majorité mécanique
indéfiniment. Ok, ok. Et il voulait s'en assurer, mais malheureusement, on a fait sauter le verrou. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, nous avons terminé. Ce que nous devons savoir, la clé des solutions pour notre pays réside dans l'amour que nous devons avoir envers ce pays. Et l'un envers l'autre. Faire la politique et laisser faire la politique. Ceux qui ont envie de faire la politique, faire la politique et laisser des traces. Que l'histoire puisse le retenir. Voilà. Sans quoi, c'est un coup de pied dans l'eau. Sachons bien que malgré la richesse de notre sous-sol en minerais, l'agriculture reste et restera incontournable. L'agriculture revêt une importance capitale pour un pays. La production agricole, mieux que le reste, alimente aussi bien le marché extérieur qu'intérieur. Voilà. Pour cela, nous pouvons dire qu'il y a quelques pas que ce gouvernement est en train de jeter. Nous espérons que demain, ce petit pas de l'agriculture deviendra un grand pas pour alimenter et les Congos et le reste du monde. Suivons cet élément. Nous reviendrons là-dessus la semaine prochaine. Il est incompréhensible que nous puissions avoir 80 millions d'hectares de terres arables et 40 millions d'hectares de terres irrigables et que nous importions plus de 85% de produits pour la consommation de nos populations. Nous avons relancé Bukangalonzo, malgré toutes les difficultés, tout ce qu'on pouvait raconter. Nous avons fait 1500 hectares de maïs. Nous sommes en train de planter 500 hectares de manioc. Réputée minière, le Kasaï oriental est pourtant agricole. En Kwadi, situé à 45 km de la capitale diamantifère, des vastes champs de maïs s'étendent. Nous avons commencé un peu en retard que le programme agricole. Donc nous avons commencé au mois d'août. Jusqu'à aujourd'hui, on évolue. On a pris beaucoup d'équipes pour travailler et puis on a mis les machines pour qu'on puisse avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Et au sein de la population, on chante déjà la fin de la famine. Nous sommes en Kundi, dans le territoire de Luozi, dans le Congo central. Depuis quelques mois, ces terres de la RDC mettent à la disposition des Congolais le riz grâce au programme volontariste du gouvernement. Des hectares à perte de vue. Pour la saison agricole A 2019-2020, 4000 tonnes de paddy ont été récoltées par une moissonneuse avant d'être acheminées à l'usine de transformation de Kimpese, construite pour le besoin de la cause. En plus du riz qu'elle produit, la base agricole de Nkundi contribue également au développement local. Nous contribuons à l'économie locale au travers la route, au travers les personnes qui travaillent et chaque fois qu'ils sont payés, il faut entrer une masse salariale dans la communauté qui fait à ce que l'économie puisse circuler. Un apport salué par la population riveraine. Mais comme l'État a implanté compagnie A en Nkundi, autres benga BAB, ba jeune bazo musala, suka ya sanza tango asali musala na azumbongo na vraiment ezo ko apporter vraiment un plus na population Nkundi. Après le foufou ya Bondundu, foufou ya Bakongo, pour la première fois, on parlera de foufou ya Kinshasa. C'est ici, à Mongata, dans la commune de Maluku, que le manioc a été planté sur 800 hectares avec une production estimée à 15 000 tonnes. La phase de transformation a même déjà commencé. Le foufou de Kinshasa, c'est pour bientôt. À Sakadi Yambula, dans le Holomami, le maïs a également été planté sur plusieurs hectares. Au sud Kivu, les engins agricoles ont déjà été déployés sur les plaines de Ruzizi. Toutes ces bases agricoles en dehors de Bukangalonzo sont supervisées par Bio Agribusiness BAB. Concrètement, nous sommes installés sur 6 bases dans 6 provinces de la RDC. Nous avons pris l'engagement avec son Excellence d'accompagner les producteurs et les coopératives dans un rayon de 50 km dans l'assistance avec nos engins, notre matériel, les intrants ainsi que les produits phytosanitaires pour leur permettre d'augmenter leur production et venir les usiner dans nos
grandes installations parce qu'en effet, nous avons des grandes usines avec une grande capacité de transformation. L'accompagnement des paysans pour améliorer leurs conditions de vie, c'est parmi les objectifs que poursuit le plan national de relance agricole. Les maïs, nous produisons 800 kg à l'hectare avec nos techniques. Mais nous voulons ramener ça à 4 tonnes à l'hectare. Ça veut dire quoi? Dans 3 mois, un agriculteur qui ne touchait que $800, après 3 mois, il va toucher 4 000, voire 5 000, 6 000 $ après 3 mois. Je crois que l'agriculture, nous voulons qu'elle nous produise à manger, mais qu'elle enrichisse aussi ceux qui le font. C'est pour ça que j'appelle tous les jeunes de ces pays. Fatih a dit qu'il veut des milliardaires, mais l'agriculture est le meilleur moyen d'avoir ces milliardaires-là. Avec les partenaires, plusieurs projets sont développés à travers le pays et les résultats sur le terrain sont palpables. Les partenaires continuent à nous aider dans les programmes tels que Parsa, Picagel, Papakin, qui sont des programmes habituels qui encadrent. Pour une production en grande quantité, les engrais sont incontournables. L'entreprise Triomphe a donc été choisie comme fournisseur d'engrais. C'est un projet du gouvernement qui est là pour soutenir l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Triomphe, comme vous le savez, en produisant des engrais, va permettre d'augmenter la productivité des opérateurs agricoles. Ce qui permettra aussi pour que ceux qui produisent sur terrain, puissent, sur 1 hectare, puissent augmenter le rendement. Agonisantes, les entreprises publiques du secteur agricole de la RDC ont bel et bien besoin d'oxygène. Et le patron de l'agriculture s'y attelle. Pour Joseph-Antoine Kasonga, l'Office national des produits agricoles congolais, ONAPAC, ex-OSACAF, doit reprendre sa place de la Gécamine verte. Je tiens d'abord à ce que l'ONAPAC reprenne sa place de la Gécamine du monde vert. L'ONAPAC est une mine d'or vert. Le ministre de l'Agriculture s'investit personnellement pour que l'ex-office zaïrois du café retrouve ses notes de noblesse. L'ONAPAC s'est même doté d'un nouveau torréfacteur pour la transformation du café. La fraude est également combattue dans le secteur du café car plusieurs tonnes échappent au contrôle douanier. Dans la province de la Chopo, la cacaoyère de Bengamissa connaît son premier coup de balai grâce à l'ingéniosité de Joseph-Antoine Kasonga. La campagne cacaoyère demande suffisamment de moyens au regard des différentes opérations qui sont à réaliser. Et pour s'attendre à une très bonne production, il faut d'abord que ces fonds soient là pour respecter les travaux inhérents à cette campagne. Voilà, maintenant par exemple, le ministre vient de mettre à notre disposition un petit moyen qui nous permet maintenant de commencer l'entretien de la plantation, de cette plantation. Ce n'est que le début. Je sais que les autres moyens vont suivre pour continuer les 4 opérations prévues. Pour le compte du programme post-Covid-19, des centaines d'hectares de maïs ont également vu le jour à la grande satisfaction de la population. Depuis l'arrivée de Joseph-Antoine Kasonga à la tête du ministère de l'Agriculture, en pratiquement 12 mois seulement, un travail de titan a été abattu. Je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État, il est le seul à savoir pourquoi il m'a choisi. Personnellement, je n'ai rien à vous dire là-dessus. Je les remercie de m'avoir fait confiance et je ne les redécevrai pas. Naboyokani bobiso na tebo tokiwa bayeta unité kosi